Bienvenue à tous pour cette Ouais. webconférence sur le design circulaire. Ça s'applique dans le cadre de la semaine de l'innovation. Donc, comment apprendre à concevoir des innovations plus écologiques grâce au design qui est proposé par Nexa, que je vais laisser introduire. Juste avant, je vais me permettre de donner les petites règles pour le confort de tous pour utiliser Zoom. J'ai vu que certains l'avaient déjà fait de base, mais pensez à couper votre micro. Comme ça, c'est plus facile pour tout le monde pour bien m'entendre. Vous pouvez laisser votre caméra au début, c'est plus sympa pour se découvrir. Et puis après, si vous voulez l'éteindre, il n'y a pas de souci. Et puis pour converser, et surtout, vous allez voir, je vais en plus vous poser plein de questions. Vous pouvez utiliser le petit chat qui est la petite bulle converser dans l'outil Zoom. Voilà, et du coup, je vais laisser Véronique introduire. Oui, et bien écoutez, c'est avec plaisir qu'on vous propose cette nouvelle conférence sur le design circulaire avec l'équipe Brain. Donc, les semaines de l'innovation, c'est 3 à 4 sujets par an, leviers d'innovation qu'on vous propose de développer, à la fois avec des séances de découverte courtes comme ces webconférences, mais aussi avec des sessions plus soutenues de formation et d'action, que ce soit sur une journée, demi-journée, ou même des mini-sprints sur 2 jours. Donc, cette année, on va traiter le design circulaire avec l'équipe Brain et Marion Simon qui est là, qui va se présenter après plus précisément. Et on va aussi traiter cette année le sujet du business model circulaire, plutôt au deuxième semestre, qui permettra aux entrepreneurs ou à ceux qui veulent modifier leur business ou concevoir un business tout de suite un peu plus vertueux pour l'environnement. Donc suivez-nous pour suivre vraiment les dates et les contenus de cette prochaine semaine. L'économie circulaire, c'est un peu transversal dans nos actions qu'on porte chez Nexa en tant qu'agence régionale vraiment de la région sur le développement économique. Le territoire pense l'économie circulaire à la fois sur un plan stratégique avec les acteurs locaux, mais aussi sur le plan plus pratique avec des petits outils, des sessions de formation pour mettre le pied à l'étrier de l'ensemble des acteurs, qu'ils soient à la fois entrepreneurs, mais aussi salariés dans le secteur public, étudiants également, puisqu'on a invité aussi les étudiants à se joindre parmi nous, et également tous les salariés qui veulent agir dans leur quotidien. Voilà sur l'introduction générale des semaines de l'innovation et de ce thème qui nous tient à cœur et qu'on développe avec un transfert d'éléments le plus pratique possible, et puis surtout un souhait à la fois de mélanger les publics et de vous faire vous rencontrer entre vous pour avoir évidemment une intelligence collective qui est en action. Voilà pour ceci, pour l'introduction. Et puis, voilà, je vais laisser Marion continuer sur cette présentation. Super, merci beaucoup. Donc, moi, je m'appelle donc Marion Simon, comme vous le voyez, je suis designer circulaire. J'accompagne les entreprises, les porteurs de projets, les organisations au sens large à redesigner, à repenser leurs offres, leurs produits, leurs services sous le prisme de l'économie circulaire. Donc, je fais ça au sein de l'agence Make It Brain qui a changé de nom, donc on ne va pas vous embêter avec le changement de nom, mais voilà. Ce que je vous propose pour commencer très vite, je vois qu'il y a encore quelques personnes qui rentrent. Je vais vous partager du coup un lien Klaxoon qui est un tableau blanc visuel et qui du coup, je vais vous le partager dans le petit chat et vous allez pouvoir vous connecter dessus. Et je vais vous faire un petit apprentissage rapide. L'idée, c'est de faire un petit icebreaker, de faire connaissance tous ensemble. Donc je vous ai mis le lien, donc vous allez pouvoir vous connecter. Normalement, vous avez juste besoin de un pseudo. Il n'y a rien besoin de plus. Et dès que vous êtes connecté, ensuite, vous allez retourner sur le... Hop, je vais vous partager mon écran pour vous faire un petit tuto pour ceux qui ne connaissent pas forcément.
Si vous avez des soucis, n'hésitez pas à mettre vos commentaires dans le chat. C'est ça, exactement. Donc, je vois du monde qui arrive, c'est parfait. Normalement, sur mon partage d'écran, vous voyez bien le klaxon. C'est bon, Véronique, tu me confirmes? Oui. Voilà. Donc, je vois que vous êtes en train d'arriver, c'est parfait. Donc, c'est un outil en fait qui permet de faire de la collaboration à distance, hein, donc chose qu'on fait pas mal depuis 1 an. C'est une sorte de tableau blanc hein, et qui reproduit le côté post-it, le côté intelligence collective. Et donc, je vous propose de regarder donc, sur mon partage d'écran comment on l'utilise. Donc, vous voyez, on peut se déplacer avec la souris comme ceci. On peut faire des zooms, alors soit avec votre souris, soit avec les petits plus et moins qui sont à droite ici. Voilà. Et donc, hop, vous vous déplacez. Moi, j'ai créé un template de base. Et donc, le petit plus qui est en bas au milieu, vous cliquez dessus. Et du coup, vous pouvez écrire, c'est le même principe que le post-it. Vous pouvez même changer la couleur si vous avez envie. Hop. Et il apparaît, le post-it, à peu près au niveau où vous vous situez. Donc, pensez bien à zoomer le plus possible à l'endroit où vous voulez aller. Parce que sinon, le post-it va apparaître... si vous êtes très très large, le post-it va apparaître à un endroit que vous ne trouverez pas. Et du coup, même chose, vous pouvez déplacer votre post-it ou recliquer dessus si vous vous êtes trompé. Voilà, hop. Et ensuite, la petite flèche là, envoyer pour envoyer le post-it. Donc, ce que je vous propose à tous, ça va être de faire la même chose. On va avoir 2 petits jeux pour apprendre à se connaître. Le premier, ça va être celui donc, que je viens de faire ici. Hop, et je vais me positionner dans la bonne case. De mettre votre prénom et votre nom. Vous pouvez même ajouter votre photo pour les plus aguerris. Et ensuite, vous le positionnez là où vous vous situez, si vous êtes salarié, entrepreneur, association, etc. Et le deuxième petit exercice, ça va être, on va commencer à parler économie circulaire. Donc, vous voyez, il y a une petite carte de l'île de la Réunion. Et vous allez positionner les initiatives que vous connaissez, que vous appréciez en économie circulaire à La Réunion. Donc, même chose, vous allez créer un premier post-it. Moi, je vais me mettre test, comme ça, je ne mets rien pour l'instant. Hop, il va apparaître. On fait un petit zoom et puis vous pouvez le positionner à l'endroit où il se situe. Si vous ne savez pas où il se situe forcément ou alors c'est qu'il est totalement sur La Réunion, j'ai mis à droite un encadré et du coup, vous pouvez le placer dans l'encadré de droite. C'est parti et je vois qu'il y en a qui ont commencé, c'est super. Et s'il y en a qui ont des questions, vous n'hésitez pas, je vais les regarder dans le chat. Hop. Comment ajouter un post-it? Alors, il y a le petit onglet plus tout en bas, au milieu en bas, un onglet plus, et puis vous cliquez dessus, et puis ça crée un post-it automatiquement. Je vous remets le lien Klaxoon dans le chat. Hop. Voilà, pour les derniers qui étaient arrivés, qui n'avaient pas encore eu le lien Klaxoon. Alors, du coup, ça y est, ça commence. On a donc Olivier, en association, Emma, salarié du secteur public, on a Christelle. Super. On a Diane, Frédéric et Amber, entrepreneurs ou porteuses de projets. Super. Véronique a même mis sa photo, Christelle également. Vous pouvez même agrandir vos post-it si vous avez envie qu'on vous voit mieux. On peut agrandir, diminuer. Et du coup, dès que vous êtes passé sur la phase prénom-nom, vous pouvez du coup commencer les initiatives éco-circulaires que vous connaissez sur la carte de la Réunion. Alors, on a la ressourcerie au nord de la Réunion qui apparaît. Juste pour info, vous pouvez faire aussi un petit copier-coller des post-it, hein, si vous voulez parfois un peu aller plus vite. Oui, c'est vrai. Et le modifier juste après. Il y a plein d'initiatives qui commencent à arriver. Donc, j'en vois réutilise, OK.
Petit engrais cube, ouais. Je ne sais pas si je le dis bien. Synergie Pay, PEI, comment ça se dit, Pay? PI, Synergie PI. Fourmise, ok. C'est quoi Fourmise? Est-ce que la personne qui a mis Fourmise veut nous l'expliquer? Veut ouvrir son micro et nous l'expliquer? Oui, est-ce que vous m'entendez? Ouais, super. Oui, alors Fourmis, donc je me présente déjà, Jim Nourri, je viens de Calitropic, je suis ingénieur projet chez Calitropic. Alors Fourmis, c'est une entreprise qui collecte des déchets propres. Donc ils ont une liste de déchets à collecter que les gens peuvent ramener dans leur fourmisière. Donc c'est des petits points de collecte qui sont un peu partout, pas un peu partout, enfin, pour l'instant on a 3 ou 4, je pense, entre le port et la possession, où les gens en fait ramènent ces déchets propres qui vont être valorisés dans les fourmisières. Et en échange, ils gagnent des points sur un compte ou une carte et qui peuvent réutiliser ces points pour aller avoir des réductions et des bons d'achat dans différents partenaires, enseignes partenaires de Fourmise. Ok, voilà. Super. Donc l'incitation à bien trier et bien jeter. Exactement, c'est ça. Super, merci. Voilà, pas de souci. Donc ça, c'est situé surtout nord-ouest pour l'instant, les exemples. Ouais. Qu'est-ce qu'on a? Glasternative, c'est quoi qui est la personne qui a mis Glasternative? Véronique, tu connais? C'est moi, oui, c'est moi. Je crois que c'est sur la revalorisation du verre. D'accord. L'initiative. Recyclage. Alors, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de recyclage quand même sur les propositions. Ouais, ok. Et donc, si on reprend un petit peu le profil des personnes qui sont présentes, c'est assez beaucoup d'associations et beaucoup d'entrepreneurs et puis quelques salariés. Ok, super. Bon, ça, c'était juste le petit jeu, voilà, pour apprendre un peu plus se connaître et à utiliser l'outil Klaxoon. Comme ça, pour ceux qui ne le connaissaient pas, vous connaissez maintenant. Et puis pour ceux qui vont suivre des ateliers la semaine du 22, vous aurez déjà une petite préparation aux outils qu'on va vous faire utiliser. Voilà. Et qu'est-ce qu'on avait d'autre? Un dernier. Proxy Compost. Ouais. Si quelqu'un peut nous parler de ce projet-là. Qui a mis Proxy Compost? Oui, c'est nous. Pardon. Proxy Compost. Donc bonjour. Donc c'est effectivement une activité de traitement de déchets organiques de proximité. Donc le premier vient d'ouvrir donc à la possession. Et donc là actuellement il y a également le collège de Roquefeuille qui va également en avoir. L'idée en fait c'est d'être à 3 km des gisements et de collecter aussi bien de l'organique que de la fibre, que tout type de déchets, d'en faire un pré-tri avant que Suez puisse récupérer les éléments. Voilà. Ok, super. Super. Bon, parfait. Merci pour ce petit exercice. Je vous propose de revenir du coup sur le Zoom et je vais continuer mon partage d'écran avec mon PowerPoint. Véronique, tu me confirmes que c'est bon? Oui, c'est bon. Bon, alors c'est parti. Du coup, ce que je vous propose, c'est pour commencer, on va essayer de changer un peu son regard sur le modèle actuel par un petit quiz avec quelques questions pour un peu poser les enjeux, notamment les enjeux autour du climat, de la ressource, de la biodiversité, de la santé. Vous allez voir les sources, à chaque fois je les cite, c'est souvent l'ADEME, enfin en tout cas c'est souvent des sources assez fiables. C'est parti. Donc, ce que je vous propose, c'est je vous pose la question et puis du coup, dans le chat, dans la conversation, vous répondez et puis ensuite, je vous donne la réponse. N'hésitez pas aussi si vous avez envie d'intervenir dans la conversation. C'est fait pour ça, donc au contraire. Hop, c'est parti. Première question. En moyenne, en cumulé, combien de temps est utilisée une perceuse durant toute sa vie? Est-ce que c'est 12 minutes, 2 heures,
12 heures ou 32 heures, à votre avis? Une perceuse, chez un particulier, son vrai temps de fonctionnement, quand il perce, combien de temps ça dure? Alors, on a du 12 heures, du 2 heures, 12 heures, 32 heures. Et bah ouais, ça y est, j'ai vu la réponse. C'est seulement 12 minutes. Ce qui est vraiment très, 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 très peu. C'est l'ADEME, l'Agence de la transition écologique, qui a fait cette estimation-là. Ce qui amène à se dire parfois l'utilité de tous posséder sa perceuse, l'outil un peu classique de bricolage, alors qu'au final, on utilise réellement en moyenne une perceuse que 12 minutes dans sa vie. Du coup, je voulais vous montrer des exemples intéressants sur l'économie du partage, l'économie collaborative, qui est par exemple l'exemple de Bricolib, mais il y en a plein d'autres, où la proposition de valeur, c'est celle de se dire, voilà, justement, on a tous des outils dont on ne se sert pas beaucoup, et l'économie collaborative peut être une aide pour ça, de se dire qu'on peut, voilà, entre voisins, se prêter les outils. Et dans la proposition de valeur qui met en avant, c'est aussi de se dire on rencontre ses voisins, donc en plus on crée du lien social, mais aussi on évite de surconsommer, on gagne un petit peu d'argent à chaque fois qu'on loue son appareil de bricolage, et puis on s'échange des conseils, quoi. Donc voilà. Ensuite, deuxième question. Ah non, oui, pardon. Ce que je voulais vous dire en parlant de ça, quand je parle de ressources, c'est de se dire qu'aujourd'hui, il y a un vrai enjeu sur la durée de vie et l'usage de nos produits. Et il y a des estimations qui ont été faites en se disant que si on utilisait 50% plus longtemps les produits informatiques et électroniques, textiles et meubles, on pourrait économiser près de 77 millions de tonnes de CO2 par an, ce qui équivaut à peu près à 2 fois les émissions annuelles du transport aérien français. Donc voilà, d'où l'important de vous dire que la phase de fabrication de nos produits a un réel enjeu, et donc si on allonge leur durée de vie, ça peut vraiment avoir un impact intéressant en termes d'émissions de gaz à effet de serre, en tout cas, donc pour l'enjeu climat. Deuxième question. Quel pourcentage de transport représente, en termes d'émissions de gaz à effet de serre, dans la chaîne alimentaire, donc la phase de transport? Donc en gros, la chaîne alimentaire, c'est de la terre jusqu'à l'assiette, hein, clairement, quand on fait pousser par exemple une tomate. La partie du transport, combien ça représente en pourcentage les émissions de gaz à effet de serre? Est-ce que c'est 6%, 16%, 26% ou 36%? Alors, je vois un peu de tout. 26, 36, 16, 26, 16, 36. Eh bien, je vais vous surprendre, mais c'est seulement 6%. Parce qu'en fait, il faut savoir que 57% des émissions de gaz à effet de serre sont liées à la phase de production. Pourquoi? Parce que en France, d'une manière générale, on a plutôt une agriculture qui est carbonée. Carbonée par les tracteurs, carbonée par les émissions d'intrants chimiques, etc. Et donc, en fait, il y a beaucoup d'études qui ont été faites pour dire que le local, c'est très bien par rapport aux aspects économiques, le circuit court, etc. Mais si on devait prioriser, ce qui a le plus d'impact, en tout cas sur, encore une fois, l'impact climat, c'est bien le fait de manger de saison et le fait de manger de manière moins carnée. Et donc, il y avait cette étude-là qui avait été faite qui disait qu'un seul jour sans viande a plus d'effet que de manger 100% local. Puisque voilà, la phase de transport, en fait, elle représente que 6% des émissions de gaz à effet de serre. OK ? Troisième question. Quelle quantité de matière est mobilisée pour fabriquer un lave-linge? Un lave-linge, ça fait 60-80 kg. Est-ce que c'est 320 kg, 900 kg, 2,1 tonnes ou 6,3 tonnes de matière mobilisée pour fabriquer un lave-linge? À votre avis? Alors, je vois du 2,1 tonnes, 900 kg, 900 kg, 320 kg, 2,1. Ouais, là, pour le coup, vous êtes assez fort. En effet, c'est bien 2,1 tonnes qu'il faut. Donc, c'est quand même assez énorme en termes de quantité.
Et ce qui m'amène à montrer du coup cet enjeu sur les ressources, puisque aujourd'hui on voit là l'augmentation assez frappante de l'extraction de ressources dans le monde. Il faut savoir que entre 1970 et du coup 2017, donc en 50 ans, on a multiplié par 2 la population, et en termes d'extraction de matière, on a multiplié par 3,4 fois plus d'extraction de matière. Donc ça pose des questions, voilà, sur un moment donné, la planète, elle est finie, et ce qui m'amène à vous montrer ce deuxième schéma, qui est le fameux jour du dépassement mondial, et c'est le fait que l'humanité, elle a dépensé au 1er août, c'est à peu près toujours la même chose depuis maintenant plusieurs années, au niveau du 1er août, elle a dépensé l'ensemble des ressources que la Terre peut régénérer en un an. Donc, on a une extraction de matière qui est de plus en plus élevée, comme on peut le voir, avec une population qui est en train aussi de s'accroître considérablement. Or, à l'inverse, notre planète, elle n'est pas capable de se régénérer à la vitesse qu'il faudrait par rapport à notre capacité d'extraction de matière. Sachant qu'il faut savoir que forcément, l'extraction de ressources, elle a aussi un impact sur la biodiversité, puisqu'on accapare de plus en plus de terre pour extraire des ressources. On le fait aussi de manière assez souvent polluante, qui laisse beaucoup d'impact. Donc ce fameux jour de dépassement nous dit qu'en gros, aujourd'hui, il faudrait 1,7 planète pour pouvoir, par rapport à la quantité de matière qu'on utilise. Et justement, ces matières qu'on utilise, quel est le pourcentage qui sont aujourd'hui circularisées? Donc, la question, c'est quel est le pourcentage de ressources mondialement prélevées qui sont circularisées selon le Circularity Gap Report, qui est du coup un rapport qui a été fait en 2019 lors du World Economic Forum. Est-ce que c'est 5%, 9%, 20% ou 45%? Je vois du 5 et je vois du 9. Eh bien, c'est 9. Donc, c'est un tout petit peu mieux que 5. Mais en tout cas, ça veut quand même dire que 91% des ressources, elles sont donc extraites, comme je l'ai dit, et elles sont soit perdues sous forme de déchets, de pollution, ou alors elles sont stockées de manière improductive. Donc, d'un côté, on a le problème qu'on extrait de plus en plus de ressources, en plus avec un nombre de populations qui augmente, et de l'autre côté, la problématique qu'aujourd'hui, ces ressources, elles sont un peu gaspillées, soit sous forme de déchets, de pollution. Et du coup, je voulais en profiter pour vous montrer ces chiffres du recyclage. Ce sont les chiffres du recyclage des emballages ménagers. Donc, c'est Citeo, qui est l'éco-organisme qui s'occupe des emballages ménagers, où on pourrait penser que voilà, le recyclage est quand même quelque chose de totalement acquis et de plutôt bien fait, en tout cas en France, en Europe. C'est vrai, mais quand même pas, franchement, pour encore toutes les matières. Alors, pour l'acier, pour le verre, on approche des 100%. Pour l'aluminium, pas tant que ça, parce que l'aluminium, en plus, perd beaucoup de ses caractéristiques à chaque fois qu'il est recyclé. Le papier carton, c'est la même chose. Au final, on est entre, voilà, vous voyez, 68% de recyclage de papier carton. Le plastique, clairement, aujourd'hui, il y a encore trop de plastique complexe, trop de tri qui n'est pas bien fait encore en amont de la filière, etc. Donc, on n'est pas sur des chiffres vraiment encore excellents sur le recyclage des emballages. Sachant qu'ici, oui, tout à fait, bah oui. Clairement, là, je donne les chiffres et en plus, quand vous êtes sur un territoire comme le vôtre, du Nil, le recyclage est un peu différent et il y a beaucoup d'export. Ouais. Bon, sachant qu'en métropole, ça ne nous empêche pas d'exporter aussi sur les pays asiatiques. Hein. Mais voilà. Donc, voilà ce que je voulais dire sur cette partie-là. Ça ne veut plus passer, voilà. Autre question. Pareil sur un peu la thématique des ressources. Quel est le nombre estimé de téléphones portables dormants dans les tiroirs des Français? Donc en gros, quels sont le nombre de téléphones dont on ne se sert plus et qui traînent chez nous? Est-ce que c'est 12 millions, 30 millions, 42 millions ou 100 millions?
Alors, je vois du 100, du 42, 100 millions, 42 millions. Eh bien, c'est 100 millions. C'est assez énorme. Sachant que ce que je disais, c'est que souvent quand je faisais cette question-là, il y a 2 ans, les estimations à l'époque étaient de 30 millions. Et là, maintenant, ils ont revu le chiffre, les études, et on est à 100 millions de téléphones qui sont stockés dans nos tiroirs. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le cycle de renouvellement d'un smartphone, c'est 18 mois. Donc, on change notre smartphone environ tous les 18 mois, alors qu'il a une durée de vie bien plus longue. Et que justement, ces téléphones portables qui ne sont plus utilisés, mais qui sont encore chez nous, on appelle ça, parce qu'ils ont encore énormément de métaux rares, de métaux, de minerais rares qui sont dans les téléphones, on appelle ça une mine urbaine, c'est-à-dire qu'en gros, ce sont des téléphones qui pourraient être recyclés et qui pourraient resservir à réutiliser pour d'autres téléphones. Et sauf qu'aujourd'hui, il y a environ 15% seulement des téléphones qui sont collectés et recyclés. Alors, je ne sais pas si vous avez une filière, vous, de ces smartphones ou des déchets électroniques, des D3E, comme on appelle ça. En tout cas, en métropole, il y a de plus en plus, ouais, je vois oui, il y a de plus en plus voilà, d'entreprises ou même d'associations qui ont mis en place des filières de recyclage. Donc maintenant, il faut juste penser à aller le déposer. C'est un Il y processus. a du recyclage, mais il y a aussi du réemploi, beaucoup avec les entreprises qui s'occupent. On en a vu une sur le klaxon tout à l'heure avec GetUp, il y en a aussi d'autres. C'est exactement l'exemple que je voulais donner, c'est-à-dire qu'il y a la partie recyclage, mais il y a aussi la partie réemploi et reconditionnement. Donc là, j'ai donné un exemple back market, mais du coup, il y a également l'exemple de GetUp en local. Ce qui est intéressant chez Back Market, c'est qu'ils ont repris totalement les codes du e-commerce classique. Donc, on a vraiment l'impression d'acheter un smartphone ou un appareil électronique neuf. Et c'est ça qui est intéressant, c'est parce qu'ils ont réussi du coup à attirer une nouvelle type de clientèle qui n'était pas forcément à l'aise à la base à acheter de l'occasion. Donc ça permet en tout cas d'agrandir le type de clientèle, de personnes susceptibles d'acheter de l'occasion et du reconditionné. Et donc d'allonger la durée de vie de ces téléphones. Et du coup, ça m'amène à vous parler de la fameuse obsolescence programmée, qui est interdite depuis 2015, qui n'est pas facile à combattre en tout cas. Il y a 3 types d'obsolescence et le smartphone représente pas mal, je trouve, l'exemple même. C'est-à-dire que l'obsolescence, elle est technique. Donc, c'est celle qui fait qu'aujourd'hui, la batterie ou les écrans de notre téléphone, ils ne sont pas forcément toujours réparables. La batterie, maintenant, elle est souvent collée, donc on ne peut plus la changer. Ensuite, il y a l'obsolescence logicielle, celle qui fait que quand on met à jour parfois notre logiciel ou Android ou Apple, notre téléphone, il commence à ralentir, ou on ne peut pas utiliser toutes les applications, etc. Et enfin, la dernière obsolescence, c'est l'obsolescence esthétique, culturelle. C'est la plus compliquée à combattre puisque c'est celle qui est encouragée par la publicité, par les promotions, etc. Et celle qui fait qu'on a toujours envie d'avoir le nouveau dernier téléphone à la mode et changer du coup au bout de 18 mois alors que notre téléphone fonctionne encore très bien. Et enfin, dernière question qui du coup est un peu transversale et alliée plus aux enjeux de la santé. Combien de plastique ingérons-nous chaque semaine ? En moyenne, donc il y a des études qui ont été faites. Est-ce que c'est 1 gramme, 5 grammes, 12 grammes ou 33 grammes? À votre avis? Alors, on a du 12 grammes, 1 gramme, 12, 5. Eh bien oui, c'est 5 grammes, ce qui équivaut environ, pour le matérialiser, à l'équivalent d'une carte bleue. Donc, on ingère en moyenne chaque semaine 5 grammes de plastique. Moi, la première fois que j'ai entendu parler de ça, ça m'a fait un peu peur quand même. Il faut savoir que c'est sous forme de microplastique, hein, clairement, ça ne se voit pas. Et que dans les études, du coup, c'est beaucoup retrouvé donc, dans les produits alimentaires au niveau de l'eau en bouteille, les crustacés, le sel et la bière. Alors la bière, je ne vais pas vous expliquer, mais les crustacés et le sel, clairement, c'est parce que dans les océans, c'est aujourd'hui là où on retrouve le plus de microplastiques.
Et alors, l'impact sur la santé, il n'est pas encore totalement... les causes-conséquences n'ont pas encore été totalement validées, mais il y a de plus en plus d'études qui se font, notamment par exemple un chercheur au CNRS qui a étudié comment le plastique avait un impact sur les hormones thyroïdiennes du tétard, qui est aussi une hormone qui est présente chez l'homme. Et ils ont pu constater que le plastique avait perturbé le fonctionnement des hormones thyroïdiennes qui sont les hormones du développement du cerveau, par exemple, chez l'humain. Il y a eu d'autres études là faites par une médecin environnementale à New York et elle a plutôt étudié l'impact du plastique et des produits chimiques sur le taux de fécondité des hommes et donc sur la baisse de la fertilité. Donc voilà, donc en plus de tout ça, ce que je voulais vous dire avec ces enjeux et donc ces risques, c'est celui notamment le dernier qui est un peu transversal sur la santé. Je ne vais pas passer plus de temps sur ces enjeux et sur ces risques, mais sachez qu'il existe maintenant de plus en plus d'ateliers comme la fresque du climat. Je pense qu'il y en a de plus en plus qui la connaissent. C'est un atelier en collaboratif qui se fait désormais aussi bien en présentiel qu'en distanciel et qui permet vraiment de bien comprendre les enjeux et notamment les effets causes-conséquences de l'activité humaine. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez. Je sais qu'en plus, maintenant, il y a des animateurs à La Réunion. J'ai vu ça passer sur mes réseaux. Donc, il y a la fresque du climat qui a été le premier. Et puis, il y a d'autres types de fresques qui sont plus spécifiques, comme la fresque de la construction, la fresque du numérique, la fresque de l'économie circulaire, la fresque de l'océan. Peut-être vous, ça pourrait encore plus vous intéresser. Donc, voilà pour ces grands enjeux. Qui, comme vous l'avez pu le voir, parfois il y a du bon sens et puis parfois c'est pas toujours évident quand même. Mais c'est de se dire que pour faire face à ces enjeux, aujourd'hui, les réponses, elles sont pas uniques, mais elles sont bien plurielles et elles sont entrepreneuriales, elles sont sociétales, elles sont culturelles, elles sont politiques. Mais pas n'importe comment. Je sais pas si vous voyez bien, mais ça, c'est une montagne de déchets de vélos et de trottinettes en Chine. Pourquoi? Parce que y a des sociétés qui se sont montées de manière très très rapide sur de la location ou sur du libre service de vélos et de trottinettes qui ont aussi très très vite fait faillite. Donc on se retrouve avec une montagne de déchets, parfois difficilement en plus recyclables, et puis qui nécessitent énormément d'énergie pour recycler. Pas n'importe comment, également avec des lessives, par exemple, qu'on a voulu plus écologiques en utilisant des matières naturelles biodégradables pour moins polluer les eaux en France, en Europe. Et puis, en fait, dans ces lessives-là, il s'avère qu'on a de l'huile de palme et l'huile de palme, et malheureusement, au final, elle détruit à l'autre bout de la planète par la déforestation des zones, des écosystèmes de forêt de forêt sauvage, donc assez importante. Donc, se dire qu'on fait des choix pour moins polluer l'eau à un endroit, mais qui au final déforeste à l'autre bout de la planète, c'est pas si du bon sens que ça. Et un dernier exemple que je voulais vous parler, c'est celui de la compensation carbone, parce qu'on en entend de plus en plus parler avec les entreprises qui font des campagnes de reforestation. Même chose, pas n'importe comment, c'est-à-dire que la compensation carbone, il faut vraiment qu'elle soit vue comme une dernière étape de ce qu'on n'a pas réussi à diminuer en termes d'impact. Et il ne faut pas le faire n'importe comment, puisqu'il y a eu des process de reforestation et de plantation d'arbres où on n'utilisait qu'une seule essence d'arbre et ça n'a aucun sens, aucun intérêt. Donc l'idée, c'est de se dire qu'aujourd'hui, le progrès, l'innovation, de re-questionner un peu tout ça, c'est vrai qu'aujourd'hui, le progrès est vu comme quelque chose plutôt de positif. Donc il faut peut-être se dire qu'aujourd'hui, les innovations, elles doivent être absolument durables, elles doivent être régénératives. Régénérative dans le sens régénérer la terre, réparer la terre, puisqu'on a tellement dégradé que maintenant on doit aider à régénérer. Elles doivent être sociétales, elles doivent être collaboratives dans le sens, aujourd'hui, il faut le faire ensemble et
Et si on veut que ça bouge et que ça se transforme, il faut mettre les gens tous ensemble autour de la table. Et inclusif parce qu'on ne résoudra pas les défis que je viens de vous présenter du XXIe siècle en n'y incluant qu'une seule partie de la population, et notamment celle qui a le pouvoir d'achat suffisant. Donc ce que je vous propose maintenant, aujourd'hui, c'est de se dire qu'on regarde avec une autre paire de lunettes. Je ne sais pas si vous savez qui a dit ça, on ne résout pas un problème avec les modes de pensée qui l'ont engendré. Est-ce qu'il y en a qui savent et qui veulent le dire dans le chat? Ça vous parle ou pas? Non, je vois pas de réponse. C'est Albert Einstein qui a dit ça. Voilà, donc on ne résout pas un problème avec les modes de pensée qui ont engendré. Donc l'idée avec le design circulaire, c'est justement de permettre un peu de changer de paradigme et de concevoir autrement. Comment? En s'inspirant donc du design thinking. Donc le design thinking, c'est la création de valeur, la création d'innovation à l'intersection de 3 briques. La brique de l'homme, puisqu'on veut que ce soit quelque chose qui soit désirable. La brique de la technologie, il faut que ce soit faisable. Et puis la brique du business, il faut que ce soit viable. Ce qu'on vous propose avec le design circulaire, c'est d'y ajouter une 4e brique, celle de la nature, celle qui fait que votre projet, votre innovation, elle va être circulaire. Et donc, c'est de se dire qu'aujourd'hui, l'expérience utilisateur, donc on a beaucoup parlé il faut mettre l'homme au cœur, il faut que ce soit souhaitable, désirable. Ce que je vous amène maintenant à réfléchir, c'est de réfléchir à tout le système qui entoure l'utilisateur et à se poser les questions quand vous lancez un projet avec quelle matière, avec quelle énergie, avec quel processus de fabrication, quel processus de distribution, quel usage, etc. etc. Qu'est-ce que deviennent les flux une fois qu'ils sont utilisés, qui sont hors d'usage. Et donc, de trouver au cœur d'avoir cette nouvelle vision de l'innovation avec, comme on dit, notamment des sujets comme, entre la nature et le business, on s'inspire énormément des écosystèmes. L'homme et la technologie, c'est ça qui nous permettent d'avoir de la créativité. Et quand la technologie s'inspire de la nature, on parle notamment de biomimétisme. Donc voilà, je vous parle de design circulaire. Donc dans un design circulaire, il y a circulaire, et donc c'est le mot maintenant que je vais un peu plus vous expliquer, vous présenter. L'économie circulaire, c'est l'économie de la ressource. À la base, vraiment, la définition même, c'était celle de l'économie de la ressource. Et de se dire que dans la nature, il n'y a pas de déchets. C'est vraiment nous, l'humain, l'écosystème humain, qui avons créé du déchet. Et j'aime bien me dire et présenter ça comme cette approche-là, c'est de se dire que les déchets, c'est peut-être juste en fait un manque de créativité. Et c'est souvent l'approche que vont pouvoir parfois avoir les organisations, les entreprises, parce que c'est quelque chose qu'on voit, qui est palpable. Mais l'idée, c'est justement de un peu remonter l'ensemble de la chaîne de valeur et au final, pas penser seulement déchets, mais d'avoir une vision globale et de repenser la conception globale de son produit ou de son service. Et donc, une des définitions, parce qu'il y en a énormément, de l'économie circulaire, c'est celle de l'ADEME, qui est assez intéressante, donc l'Agence de la transition écologique, qui a une vision du coup assez globale et qui reprend l'ensemble justement des enjeux dont je vous ai parlé depuis le début, qui est un système économique d'échange et de production qui, à tous les stades de vie des produits, donc biens et services, vise à augmenter l'efficacité de l'utilisation des ressources et à diminuer l'impact sur l'environnement, tout en développant le bien-être des individus. Donc cette définition-là, elle est assez intéressante, parce qu'elle prend bien en compte l'ensemble de ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Et pour ceux qui ont besoin de le voir de manière plus visuelle, voici un schéma que je trouve assez intéressant puisqu'il reprend l'aspect un peu linéaire de la société un peu d'aujourd'hui, donc la fabrication, distribution, je consomme et je jette. Donc, tout l'enjeu aujourd'hui, c'est de se dire qu'en amont, on extrait moins de matière et on l'extrait mieux aussi. En aval, on ne génère plus ou pas de déchets et on le valorise. Avec donc la partie supérieure où on a des boucles plus ou moins longues, donc des boucles de réparation qui sont des boucles courtes, de réemploi ou de refabrication en fonction de
l'état, on va dire, de l'objet. Et puis des boucles plus longues pardon, qui sont les boucles du recyclage. Et puis en dessous, les boucles qui sont liées plutôt aux produits alimentaires, donc aux biodéchets, avec de la revalorisation telle que le biogaz ou les engrais. Est-ce qu'il y a des questions? Non, ça va. Je regarde juste rapidement sur le chat. Non, c'est bon, on est seulement au début de votre présentation et les idées fusent déjà. Ah, super Corinne. Et donc l'économie circulaire, on a 3 champs d'application. Le premier, c'est celui de la pratique des producteurs, hein, puisque je vous ai expliqué que ça partait beaucoup de là, avec des notions, donc ça c'est un peu vraiment les définitions un peu classiques, mais c'est bien que vous les ayez en tête, parce que souvent c'est comme ça qu'on commence. On parle d'écologie industrielle et territoriale, donc d'EIT. Ça, c'est tout simplement un mot un peu barbare pour dire qu'on fait des synergies entre entreprises et que, par exemple, on peut se dire que l'entreprise X elle jette des cartons et l'entreprise Y, elle a besoin de cartons, et bien tout simplement, on va se parler et on va se partager ses ressources. L'éco-conception, qui est un peu le principe assez transversal de l'économie circulaire, puisque c'est celle qui veut qu'à chaque étape du cycle de vie de la création de son produit ou de son service, on essaye de mesurer les impacts et d'en diminuer au maximum. Et enfin, l'économie de la fonctionnalité et de la coopération, EFC, c'est celle qui privilégie l'usage d'un produit plutôt que sa possession. Ensuite, on a le comportement des consommateurs, qui est très important puisque on ne changera pas notre société si dans les usages et dans les comportements, on n'accompagne pas aussi cette partie-là. Donc, c'est tout ce qui est consommation locale avec des labels bio, éco-responsable, etc. Il y en a vraiment beaucoup de labels, des labels qui sont parfois certifiés, où il y a des auto-labels également. Donc, ensuite, tout ce qui est consommation collaborative, donc avec l'exemple, par exemple, d'être à plusieurs pour utiliser sa perceuse. Et enfin, un des enjeux assez importants, je trouve, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, c'est l'allongement de la durée de vie, avec la réparation, le réemploi ou la réutilisation. Et enfin, la gestion de la fin de vie, avec vraiment dans un dernier temps le recyclage des déchets et la régénération des écosystèmes. Se dire qu'en fait, il n'y a jamais de fin de vie et qu'on est dans des boucles vraiment à l'infini. Donc voilà, je vous parle de design circulaire. Vous avez pu le voir, c'est l'imbrication entre la pensée design d'un côté et l'économie circulaire. Et donc avec cette volonté d'avoir des solutions qui sont plus résilientes, plus durables et qui ont un impact aussi bien sur l'environnement que sur l'humain, le bien-être humain et l'économie. Quand je parle de design, bien entendu, je ne parle pas du design graphique, de à quoi ça ressemble, mais bien de comment c'est fait. Le mot design, il est issu du mot français dessin, donc le dessin, le fait de dessiner, mais également le dessin D-E-2-S-E-I-N, donc dans l'intention dans quel dessin. Et donc c'est pour ça que j'aime bien nommer à ce moment-là la Fondation Ellen MacArthur, qui dit que le design, c'est la création avec l'intention de. Et j'ai donc justement tout l'intérêt aujourd'hui, comment on doit concevoir vos projets, c'est de toujours avoir une intention derrière et de se dire qu'on le fait avec le plus de sobriété, de simplicité possible. C'était local. Ah, pardon, je reprends si ça veut bien. Voilà. Et donc, pourquoi aussi l'aspect design? Pourquoi cette approche par le design? C'est parce qu'aujourd'hui, tout se joue à l'étape du design. En effet, 80% de l'impact et des coûts environnementaux d'un produit, d'un service ou d'un système, ils sont déterminés à cette étape de la conception. Donc, tout ce que vous faites en amont va avoir de l'impact derrière. Et donc, concrètement, qu'est-ce qu'on entend derrière le design circulaire? Eh bien, le design circulaire, c'est d'abord une posture. Donc, je vais vous l'expliquer juste après. C'est un processus itératif, donc qui est inspiré du design thinking. Ce sont des opportunités d'innovation et c'est une manière, une vision de conception. Alors, la posture, c'est celle du designer circulaire qui
se dit qu'il faut vraiment aller expérimenter. Il faut aller vite à la solution, se tromper, rebondir, mais au moins faire des petits pas. Se dire qu'on ne sera pas forcément parfait dès le début, mais qu'il faut avancer. Le deuxième, c'est de se dire, et ça se travaille vraiment, c'est de se dire que l'éco-responsabilité, c'est un ingrédient créatif. C'est pas, il ne faut pas voir ça comme une contrainte environnementale, mais vraiment comme une manière de trouver des idées nouvelles, de se différencier. Et enfin, c'est celle de toujours de se re-questionner, peut-être presque avoir une âme d'enfant, mais de re-questionner tout. Re-questionner les moyens, re-questionner les usages, les procédés, et tout ça pour tendre vers plus de sobriété. Le design circulaire, c'est également du coup une manière de concevoir de manière plus circulaire, plus vertueuse. Comment? En ayant déjà une vision systémique. Une vision systémique, ça veut dire une vision globale de l'ensemble de sa chaîne de valeur. Donc c'est pour ça qu'on utilise souvent le cycle de vie, que je vous montrerai juste après, pour travailler ces sujets. C'est aussi de mettre le vivant au cœur du système. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, c'est la nature qui nous rend des services. Ce n'est pas nous qui rendons des services à la nature. On est vraiment au même niveau. Donc, c'est toujours d'avoir un peu cette notion-là. Enfin, la vision, elle doit être d'exclure la notion de déchet, la notion d'externalité, donc d'impact négatif, et d'exclure, de concevoir sans pollution, sans déchets. Et puis enfin, ça va être d'allonger la durée de vie. Je vous en ai parlé tout à l'heure, et de transformer les usages. Et c'est ça qui est assez intéressant, c'est qu'avec, en prenant racine dans le design thinking, on met l'utilisateur au cœur, on essaye de bien comprendre ses besoins, sa façon de penser, et c'est hyper important parce qu'on aura beau faire le produit le plus écologique du monde, si derrière, en termes d'usage et de comportement, l'utilisateur, il n'y comprend rien et il n'a pas du tout envie de changer, ça n'aura aucun intérêt. On ne pourra pas changer, entre guillemets, de masse les usages. Et puis enfin, en troisième partie, le design circulaire, ce sont des opportunités, alors qui sont très liées aux opportunités de l'économie circulaire. Ce sont des opportunités économiques, sociales et environnementales. Économique dans le sens où elle offre vraiment des opportunités de réinventer les modèles économiques, pour les rendre plus pérennes, plus résilients, plus vertueux. Et notamment en y incluant beaucoup plus les parties prenantes, en faisant de la co-construction avec ces parties prenantes. Ce sont également donc des opportunités sociales qui permettent de créer de la valeur collaborative, de la valeur partagée et locale. Donc on parle également beaucoup d'emplois locaux et non délocalisables. Et enfin, les opportunités pour l'environnement, c'est celle de réparer la terre, et de créer de l'impact positif. Comme je disais tout à l'heure, on essaye vraiment maintenant d'être dans une logique d'impact neutre, voire d'impact positif. Comment on peut aider à encourager la régénération de nos écosystèmes. Et puis enfin, du coup, c'est ce que je vous disais, c'est un process inspiré de la pensée design. Et donc, nous, chez Make It Brain, on l'a matérialisé sous la forme de ce processus-là, qu'on va utiliser lors d'ateliers pendant la semaine de l'innovation. Et donc, ça commence par ces 4 phases. La première phase, c'est celle de l'exploration, donc qui est en bas à gauche, qui permet de bien comprendre les enjeux, de bien comprendre votre projet sous le prisme de l'économie circulaire, d'aller creuser les usages et les différentes contraintes de ces parties prenantes, de ces utilisateurs. Pourquoi pas en faisant des interviews, en allant sur le terrain. Ensuite, c'est de repartir, re-questionner sa raison d'être, sa vision un peu long terme. Ensuite, on passe dans une phase plutôt de définition, où là, on se met tous autour de la table et on matérialise, on cartographie ses parties prenantes. On réalise un cycle de vie de son produit et on part sur quels sont les défis, quels sont les impacts que l'on veut transformer. Donc, ça peut être quelque chose de très micro, une problématique très liée sur la phase de transport, etc. Ou alors, ça peut être quelque chose de très transversal. Ensuite, la phase 3, qui est la phase d'idéation, où on recrée et on transforme les impacts négatifs en impacts positifs. Et donc là, il y a différentes manières qui sont issues vraiment de la créativité, mais avec des méthodes aussi qui s'inspirent
voilà, de la science-fiction, du biomimétisme, etc. Il y a plein de manières de s'aider pour s'ouvrir à imaginer des solutions plus circulaires et plus vertueuses. Et enfin, vraiment l'aspect très designer, très design, le fait de prototyper très vite et d'aller montrer, d'aller tester ces solutions. Donc, ce que je vous parlais quand je disais que la posture, c'est d'aller expérimenter très vite. Voilà, donc ça c'est un process, il en existe d'autres, mais c'est celui que nous on a matérialisé et qu'on utilise beaucoup. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut partir en fonction d'où on est dans la maturité de son projet, à partir de n'importe quelle boucle entre guillemets. Et tout l'intérêt du design circulaire et du design thinking, c'est d'avoir une approche itérative, donc de se dire qu'on peut faire des boucles si on a besoin de passer plus de temps à explorer parce que en fait, on se rend compte que c'est plus complexe que ça, eh bien, on y passe plus de temps et on fait des boucles itératives jusqu'à ce qu'on soit satisfait. Et donc, justement, c'est un petit peu ce schéma-là qu'on va plus travailler lors des ateliers circulaires, donc le 19 et 20 avril, avec un cas concret qui va être en fil rouge pour expérimenter la méthode. Je ne sais pas s'il reste des places au final, Véronique, est disponible, j'ai pas l'impression. Il va rester, oui, il y a beaucoup d'inscrits déjà. Voilà, je pense qu'il reste peut-être 1 ou 2 places maximum, avec un combat acharné sur la décision à avoir, mais c'est vrai que ça s'est vite rempli. Ok, voilà. Bah, c'est super. Si vous souhaitez candidater, mettez-moi quand même votre nom dans le chat. Voilà, pour ceux qui sont déjà inscrits, la décision de valider les inscrits devrait arriver d'ici un jour. Voilà. Donc, ça fait un mail prochainement. Donc, les derniers candidats sont à se déclarer tout de suite. Ils doivent se déclarer tout de suite. Et je vois que Richard vient de se connecter, c'est parfait. Je te propose du coup de plutôt peut-être parler du témoignage d'une des anciennes participantes de l'année dernière. Oui, donc Émilie Alimang qui était participante l'année dernière à nos 2 jours de formation. Voilà, elle nous a fait passer son petit témoignage que je vous laisse lire. Qui a bien profité de toute l'expérience de Marion. Elle s'enrichit aussi des différents participants et voilà, elle voulait transmettre sa petite pensée à cette nouvelle session de webconférence. Voilà. En plus, donc, effectivement, elle s'est engagée. Ouais. Elle était en reconversion. En plus, c'est ça qui était intéressant, c'est qu'elle vient, voilà, elle a reconversion professionnelle et maintenant, ça y est, elle est partie. Et il me semble du coup qu'elle est animatrice de la fresque du climat. Oui. Voilà, pareil, si il y en a qui sont intéressés, vous pouvez la contacter. Voilà, donc on a pu peut-être confirmer un peu voilà, son engagement et puis peut-être lui donner aussi d'autres clés à ouvrir l'esprit et à enrichir encore sa réflexion. Voilà, puis on a eu un autre participant aussi l'an dernier, qui est Richard Lorette, qui nous a rejoint et voilà, qui a bien voulu jouer le jeu en posant une problématique dans le cadre de nos ateliers. Richard, je peux te donner la parole pour nous parler un petit peu de ta vision initiale et puis ta participation à travers ces ateliers-là. Allô, vous m'entendez déjà? Oui, très bien. Oui. Okay. Est-ce que tu peux peut-être représenter l'entreprise? Oui. Oui. Oui, j'ai pas entendu ta phrase, désolé. Si je peux, pardon. Peut-être juste représenter l'entreprise. Oui, très bien. Ce que tu fais et ce que tu étais venu chercher. Oui, ok, très bien. Donc, bonjour à tous. Donc, je suis Laurette Richard, gérante de l'entreprise, gérante de l'entreprise Bean to Bar Factory. Donc, c'est une petite entreprise qui a été créée il y a à peine 5 mois. Et on fait donc des tablettes de chocolat de terroir à partir de fèves de cacao. Pour l'instant, on est sur une origine qui est l'origine Madagascar. Donc, j'ai suivi la formation Design Thinking il y a, je crois que c'était mi-novembre, si ma mémoire est bonne. Oui.
Donc voilà, ça correspondait plus ou moins au moment où j'ai lancé mon entreprise. Donc pourquoi participer à cette formation? Tout simplement parce que donc en fait, je propose deux types de produits. Donc ce sont des tablettes de chocolat pour les particuliers, mais également du chocolat qu'on appelle chocolat de couverture pour les professionnels. Donc pour tout ce qui est chocolatier, tout ce qui est pâtissier, boulanger, etc. Donc toutes les personnes qui utilisent le chocolat pour ces diverses réalisations de pâtisserie-boulangerie. Et donc, sur cette partie-là, généralement, on a beaucoup d'emballages qui sont à usage unique. Donc, typiquement, le chocolat que je vends, qui s'appelle de la pistole, est conditionné normalement dans du papier PET alu qui n'est pas recyclable. Avec ça, généralement, on a ce que l'on appelle l'étiquette où il y a toutes les informations légales. Et notamment la dénomination du produit. Et ce paquet-là, donc on est sur des formats de 1 kg, est également stocké dans des cartons. Et puis, si on est chez les grossistes, ces cartons, généralement, sont sur des palettes et tout est filmé. Donc, tout ça, en fait, ce sont des emballages qu'on dit primaires, secondaires, tertiaires, etc., qui ne sont pas forcément utiles et qui ont un usage unique qui est de, généralement, pouvoir comptabiliser les quantités de produits que l'on dispose et que l'on fournit. Donc moi, ce que je souhaitais faire à la base, enfin, le sujet que j'avais proposé, c'était de trouver une solution pour justement pouvoir supprimer ces emballages qui n'ont pas forcément de réel intérêt, notamment l'emballage tertiaire qui est le carton, mais surtout la partie secondaire qui est le PET alu, puisqu'il n'est pas recyclable. Et alors le projet a été travaillé par deux groupes, je crois, de mémoire. Donc il y a eu pas mal d'idées qui ont émergé. La principale problématique, c'était notamment sur la partie légale et sécurité alimentaire, c'est-à-dire comment pouvoir proposer un produit en vrac, donc sans conditionnement, où le client peut quand même retrouver tout ce qui est DLIO, par exemple, numéro de batch, les conditions de stockage et d'utilisation. Et au final, donc voilà, 5 mois après, j'ai un petit peu mené cette discussion avec différents clients, donc différents acteurs qui utilisent du chocolat. Et j'ai pu mener ce projet notamment avec une boulangerie-pâtisserie. Donc je ne sais pas si je peux dire le nom ou pas. Mais bref, donc c'est une boulangerie-pâtisserie qui est à Saint-Paul, une boulangerie-pâtisserie qui est engagée, notamment dans la partie économie durable. Donc, ce qu'on a mis en place avec eux, donc c'est plus facile hein, parce qu'ils m'achètent uniquement une gamme de produits, donc c'est toujours la même. Donc, on a mis en place avec eux un système de consigne, c'est-à-dire que moi, j'ai une boîte en plastique apte au contact alimentaire. Eux aussi, ils ont la même. Et en fait, à chaque fois qu'ils me commandent, on s'échange les boîtes. Et sur les boîtes, on écrit le minimum nécessaire, c'est-à-dire la date de péremption des produits et conditions d'utilisation et de stockage. Donc voilà, ça on a pu le faire avec cette boulangerie. L'avantage, c'est que on élimine le carton. On élimine les stickers et on élimine notamment le papier, enfin l'emballage PET aluminium. Et pour eux, c'est un gain économique puisque les produits sont moins chers. Donc on est sur, c'est pas non significatif, on est à 1,20 € de moins. Et pour nous, de notre côté, dans l'atelier, c'est un gain de temps puisque c'est du vrac, donc on n'a plus à emballer et à étiqueter les différents produits. Et donc voilà, donc ça fait un mois qu'on a commencé, donc ça marche très bien pour le moment. Après, le système a quand même ses limites, c'est-à-dire aujourd'hui, si demain il souhaite me commander différentes gammes de chocolat, je ne sais pas comment on peut s'organiser pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de mélange ou qu'il y ait une bonne conservation, que la marche en avant soit respectée, parce qu'on est contraint quand même à pas mal de normes d'un point de vue alimentaire. Mais bon, en tout cas, on a réussi à le faire sur une gamme et puis voilà.
encourageant. Tu me disais, Richard, qu'il y avait aussi un aspect un peu générationnel en me disant que cette proposition, elle est aussi, on peut la mettre en place avec ceux qui sont déjà dans une démarche, qui ont déjà conscience de tous ces éléments-là. Oui, exactement, oui. Alors en fait, donc j'en ai discuté avec pas mal de clients et il y a pas mal de personnes, enfin plutôt les jeunes, qui l'acceptent bien, qui comprennent cette démarche d'éco-responsabilité. Mais c'est vrai que enfin, si on est sur des générations un peu plus, voilà, sans être péjoratif, les gens ont l'habitude d'acheter leur chocolat qui soit conditionné correctement. C'est un gage de qualité. Donc ça aussi, on peut pas aller à l'encontre de ces choses-là. Donc effectivement, avec les jeunes, enfin, de façon générale, hein, avec les plus jeunes, c'est possible puisqu'ils sont nés là-dedans, ils ont été éduqués dans l'éco-responsabilité, dans le fait de moins gaspiller, de recycler, de réutiliser. Mais il faut savoir que même sans parler d'intergénérationnel, même dans les grands hôtels et restaurants, leur procédure fonctionne sous forme de ce qu'on appelle des PCB, donc ce sont des cartons qui sont sur des palettes. Donc là aussi, comme la procédure fonctionne comme ça, c'est un peu difficile d'aller à l'encontre de ce système-là. Mais bon, à petite échelle, en tout cas, c'est possible. Ok, super. En tout cas, c'était un bel exemple qu'on a pu travailler aussi en intelligence collective, et puis ça a pu permettre peut-être d'aboutir ton process. En tout cas, bravo pour cette mise en œuvre. Merci. Voilà. Si vous avez des questions à poser à Richard, n'hésitez pas dans le chat ou tout de suite, c'est maintenant. Voilà. Si vous avez aussi d'autres questions sur la présentation de Marion. Marion, tu n'as pas fini encore. Hein? Non, c'est ça. Je peux vous montrer, par exemple, en attendant de savoir s'il y a des questions, un peu des outils justement, des livrables qui ont abouti suite à la formation auquel a bénéficié Richard. Donc, par exemple, avec l'outil Klaxoon, hein, donc c'est pour ça que je vous disais, pour ceux qui vont être là aux ateliers, c'est un outil que vous allez utiliser. À gauche, donc, le fameux cycle de vie, voilà, un canvas qui permet de matérialiser l'ensemble de la chaîne de valeur et ses impacts positifs et négatifs. Et puis à droite, c'était une fiche idée justement après la phase de créativité, donc avec des sous-groupes qui étaient de 4, 5 ou 6 personnes, en fonction du défi voilà, que Richard leur avait présenté. Eh bien, ils ont voilà, soumis plusieurs idées. Et donc, par exemple, je me rappelle de cette idée-là qui était la mise en place d'une consigne des emballages de livraison. Donc voilà, avec de manière très rapide une petite maquette de à quoi ça pourrait ressembler. Et ensuite, de tout de suite aller tester cette idée-là, cette hypothèse-là sur le terrain. Donc, ce qui est intéressant, c'est que voilà, il a mis en place des choses avec une boulangerie, il est en test, en expérimentation. On a bien compris en plus les autres bénéfices, les autres gains de temps économique que ça pouvait avoir. Et voilà, de se dire, voilà, on expérimente et on y va. Donc, merci Richard pour ce témoignage. Ça fait plaisir. Merci à vous. Donc, s'il n'y a pas de questions, je vais continuer du coup avec des derniers exemples et puis après on passera à la phase de questions-réponses. Je voulais commencer par des exemples un peu dont on parle souvent, enfin en tout cas qui sont assez connus maintenant et qui sont assez exemplaires. C'est par exemple les baskets Veja, qui sont des baskets qui sont faites, c'est une marque française, qui sont faites au Brésil. Et donc, eux, leur premier parti pris, ça a été de se dire, aujourd'hui, le coût d'une basket le coût d'une basket classique, à peu près 70%, c'est de la publicité, du marketing. Nous, on veut faire zéro pub et on veut utiliser cet argent plutôt pour créer une basket vraiment éco-responsable, mais au même prix que n'importe quelle basket sur le marché. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont acheté du caoutchouc naturel, du coton biologique au Brésil, comme je le disais, qui contribue à régénérer plusieurs zones de la forêt amazonienne, puisqu'on lui donne une valeur à cette forêt amazonienne-là. Et du coup, la basket Veja coûte 5 à 7 fois plus cher à produire.
de par les matières premières, mais également de par voilà, les critères sociaux qu'ils ont, des standards sociaux assez élevés dans leurs usines de fabrication. Mais comme ils ont fait le choix de faire zéro pub, et donc c'est pour ça qu'ils parlent d'investir dans le réel plutôt que dans la fiction, eh bien ils peuvent vendre leur basket au même prix que n'importe quelle basket. Donc ça, c'est la première étape qu'ils ont fait. Ils ont commencé par ça. Et ensuite, ils ont fait le choix de se dire, OK, donc nous, on fabrique des baskets, c'est bien, mais on fabrique du coup des baskets neuves. Comment on peut du coup continuer à diminuer l'empreinte, l'impact de nos baskets? Eh bien, c'est en faisant durer nos baskets. Et donc, ils ont créé de la valeur en proposant des cordonneries déjà. Et ce qui est assez sympa, c'est qu'en plus, pour le coup, en termes de com, ils ont été loin. Ils ont dit les baskets les plus écologiques sont celles que vous portez déjà. Donc, ils vous incitent pas à aller racheter des baskets neuves, mais à plutôt à venir faire réparer vos baskets ou n'importe quel type de basket si c'est pas de la marque déjà. Donc, cet exemple-là, il est intéressant parce que ce sont ils ont commencé par, les sujets de filière de fabrication. Ils se sont dit, OK, on continue quand même d'avoir de l'impact, donc on va continuer. Ils ont une approche assez systémique, assez globale, et ils prennent les sujets les uns après les autres, et ils avancent comme ça. Et le deuxième exemple que je voulais vous montrer, qui est aussi un exemple assez connu aussi, c'est celui de Fairphone, donc de la marque de smartphone, qui est une marque très engagée contre les minerais de conflit. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il n'existait pas de filière d'extraction des minerais rares éthiques, entre guillemets. Et donc, eux, ça a été leur premier combat d'ouvrir et de créer une filière de minerais qui ne finance pas les conflits, qui ne finance pas les armes et pas le travail des enfants, et qui rémunère à un juste prix les ouvriers. Et donc, l'idée, en plus, ce qui est intéressant, c'est qu'ils le font après en mode open source. Donc, ils le font pour eux et ensuite, ils essayent de créer de l'impact positif pour l'ensemble de la filière du smartphone. Et le deuxième, on va dire, champ d'attaque qu'ils ont pris, c'est celui de lutter contre l'obsolescence programmée. Comment? Eh ben, en créant un smartphone, et donc c'est là où je vous disais que toute l'étape de la conception est hyper importante. Ils ont créé des smartphones qui sont modulables, qui sont avec des différents modules. Et donc, aujourd'hui, vous pouvez réparer vous-même très facilement votre smartphone Fairphone. Et quand vous voulez mettre à jour, quand par exemple, là, ils ont sorti le nouveau module d'appareil photo, qui est bien mieux. Et ben, au lieu de racheter un Fairphone, et ben, vous changez juste le petit module de l'appareil photo. Et donc, clairement, en termes d'impact, c'est hyper intéressant plutôt que de jeter son smartphone. Et je voulais terminer par des exemples un peu plus locaux. Et en plus, il me semble que j'ai vu dans les participants qu'il y avait la représentante de Métitresse. Donc, si elle veut venir en parler, ce sera top. L'éco-conception et valorisation de savoir-faire. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en plus, là, on mixte l'économie sociale et solidaire à l'économie circulaire. Et puis, le deuxième exemple, mais on en a un petit peu parlé tout à l'heure sur la filière de réemploi et de reconditionnement des smartphones. Vous en avez une en local qui est GetUp. Voilà. Oui. Merci Marion. Du coup, si Sonia Cazot, qui doit être... tu peux prendre la parole, Sonia, présenter peut-être rapidement Métitresse. Oui, bonjour tout le monde. Donc voilà, je suis la présidente de la Fédération Métitresse et c'est vrai que la fédération a été créée en 2017 et ce qu'il y a, c'est que c'est parti sur des assises et qui ont regroupé l'ensemble des collectivités et nous avons à ce moment-là regroupé aussi une communauté de personnes qui travaillent autour de la fibre végétale à l'île de la Réunion. Et à la fin de ces assises, si vous voulez, nous avions décidé de créer une fédération pour regrouper toutes ces personnes. Et dans ce cadre-là, nous avions décidé de valoriser le travail patrimonial, culturel, et de mettre en place cette filière avec les adhérents, c'est-à-dire des personnes qui ne sont pas qui sont pour la plupart dans l'informel, hein, qui n'ont pas créé leur activité. Nous avions aussi des associations
qui sont plus dans le domaine de l'insertion, qui moi-même j'ai mené quelques chantiers d'insertion déjà avec des personnes qui travaillent autant de la fibre et qui créent des produits à forte valeur ajoutée dans le domaine du recyclage. Ce qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, la fédération, elle développe sur le territoire beaucoup d'axes, on va dire, qui touchent autant la plantation des fibres, l'exploitation des fibres, la mutualisation des outils avec les adhérents pour justement aller vers un produit vertueux, faire une proposition de produits sous forme d'un catalogue à on va dire nos futurs acheteurs et effectivement valoriser tout ce qui est possible sur le territoire avec les fibres végétales. Donc, créer vraiment un cercle vertueux, créer des emplois, mettre en place un Fab Lab. Enfin, voilà, on est vraiment à l'aune de tout cela, mais ça fait quand même depuis 2017 qu'on est là et on avance très, très vite. Voilà. Merci. Merci, Sonia. Donc, en termes d'éco-conception, vous êtes sur la conception, voilà, d'articles de mode, des choses comme ça. Il faut préciser ces éléments-là. Oui et non. Oui, enfin, on va dire qu'on prototype énormément de produits. On ne va pas enlever la partie, on va dire, patrimoniale et culturelle, puisque ça nous aide à sensibiliser auprès des lycées et des collèges aujourd'hui de comment sont fabriqués ces objets, où sont plantées ces fibres. Aujourd'hui, nous ne faisons que de la cueillette, mais on espère une chose, c'est qu'au travers de nos adhérents qui ont des ateliers de chantier d'insertion, de développer en tout cas la plantation des fibres. On en a déjà 2 qui le font et on va en avoir d'autres. Donc du coup, c'est vraiment de produire des produits made in France, à l'île de la Réunion, à base de fibres et de matières à valoriser en recyclage. Voilà. Okay. Merci beaucoup. Voilà, on voulait noter quelques exemples locaux. Je vois aussi que sur le klaxoon, il y a eu quelques rajouts aussi suite à tout le petit discours précédent. Voilà. Donc, l'idée, c'était de voir un petit peu sur quel type de projet vous pouviez parler, ceux qui étaient le plus valorisés, peut-être ceux aussi qui manquaient. On voit qu'il y a beaucoup de projets de ressourcerie. Il y a peut-être moins d'exemples en termes d'éco-conception, moins d'exemples en termes d'économie et de fonctionnalité. Voilà, il y a peut-être un certain nombre de choses qu'on a, nous, à travailler en termes de valorisation, de visibilité des projets aussi locaux. Donc, c'est dans cette optique-là qu'on voulait aussi vous faire réagir sur l'ensemble de ces projets que vous connaissez ou dont vous avez entendu parler sur le territoire. Voilà, donc on va essayer peut-être de se coordonner entre acteurs pour rendre peut-être un peu plus visible les bonnes initiatives locales. Super. Moi, je voulais terminer par, s'il y a des questions, j'aime bien cette citation-là de l'association Zero Waste France qui est dépassons nos limites, pas celles de la planète. Et puis, je vous ai mis une petite cytographie. Il y a énormément de ressources sur le site de la Fondation Ellen MacArthur, une bonne partie en anglais, mais aussi de plus en plus en français. Il y a le site, la plateforme économiecirculaire.org qui vous pouvez créer des communautés et partager énormément de ressources. Sur les sujets aussi de conception et de design, il y a le collectif et l'association Designer Éthique qui travaille beaucoup sur le sujet. Et puis, The Circular Design Guide avec, même chose, beaucoup d'outils, parfois aussi en anglais, mais qui sont quand même très accessibles. Et voilà, une bibliographie également, et puis des podcasts de plus en plus sur ces sujets-là, donc toujours assez intéressant. Voilà pour moi. Est-ce que du coup, donc hop, en effet, je suis retournée voir sur le klaxoon ce qui avait été mis. Est-ce qu'il y a des questions du coup maintenant? C'est parfait, on n'est pas en retard, c'est nickel. Oui. Donc si vous avez des questions, c'est le moment, ou si vous avez envie de repartager une autre initiative
circulaire, c'est le moment également. Oui, Nathalie, vous m'entendez? Oui, très bien. Ouais, super. C'est parce que j'ai pas réussi à déplacer les post-it tout à l'heure, donc c'est pour ça que j'ai pas pu mettre ce qu'au niveau de l'EFC, on accompagne au niveau de la Réunion et au niveau de Mayotte. Donc l'économie de la fonctionnalité, de la coopération, on accompagne en l'occurrence